Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo presque spirituelle, très franchement, pour vous parler de mes nouveaux gourous. Tout a commencé, à vrai dire, il y a 15 jours, vraiment 15 jours, lorsque j'ai appris que la crèche d'Hugo était fermée. Alors ça a commencé, au départ c'était pour une semaine, parce qu'un cas contact Covid avait été détecté au sein du personnel, donc évacuation totale, éviction de tout le monde, test, machin truc. Et il s'est avéré qu'en fait il y avait plusieurs cas positifs. En lisant les comptes rendus de l'ARS, il y avait un cluster en crèche. Donc un cluster, comme vous le savez très certainement, c'est à partir de 3 personnes. Donc il y avait au minimum 3 personnes de l'établissement qui étaient malades. Donc fermeture pour une semaine supplémentaire. Donc la première semaine, on a plus ou moins géré avec Eric, en se relayant sur nos jours de repos, en jonglant avec le télétravail, etc. Très compliqué. Et la deuxième semaine, on a un peu plus fait appel à des babysitters pour nous relayer parce que c'était un petit peu éreintant. Mais il s'est avéré que donc pendant ce temps-là, j'ai passé du temps seule avec mon petit garçon de plus de 2 ans maintenant. Qui est donc dans cette formidable phase des 2 ans. Et je me suis retrouvée à passer des journées extrêmement difficile, avec beaucoup de cris de sa part et de la mienne, beaucoup de conflits, tout allait toujours au clash, etc. Et je me suis dit non, c'est pas possible, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc j'ai commencé à me renseigner et c'est là que je suis tombée sur 2 gourous que vous connaissez certainement parce que visiblement elles sont hyper connues. Moi évidemment je débarque de la Lune, mais je me dis que peut-être d'autres débarqueront aussi de la Lune. Il s'agit de la pédiatre Catherine Guéguin et de Isabelle Filiosa, dont le titre exact, je ne sais plus si elle est psychologue de l'enfant ou coach ou bref, mais en tout cas, she's my guru. Tout. Comment je les ai trouvés ? Eh bien, c'est en écoutant un podcast de la matrescence de Catherine Guéguin où elle expliquait les neurosciences, la formation du cortex préfrontal de l'enfant, qui déterminait les émotions, qui était une partie du cerveau dont la formation était essentielle pour la gestion des émotions, l'empathie, le rapport à l'autre, etc. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast. Visiblement, il est assez ancien et elle en fait, Clémentine Sarlat, voilà, l'auteur du podcast, on avait réédité certains. Donc, c'était retombé en haut de la liste et c'est comme ça que je l'ai écouté. Et vraiment, j'ai été fascinée de voir à quel point la science s'intéressait vraiment au cerveau des enfants, à leurs réactions, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner sur toutes ces questions-là, de la gestion des émotions de l'enfant, du développement de son cerveau et de l'impact que ça avait sur son comportement. Et c'est là qu'Isabelle Filiosa intervient, parce que du coup après j'ai fini évidemment sur YouTube, etc. à chercher, et je trouve plein de vidéos en fait d'Isabelle Filiosa, dans les maternelles notamment, qui intervenaient, etc. et qui disaient mais la phase d'opposition, elle est très courte en fait, elle dure 3 semaines. Là tu te dis what ? Comment ça 3 semaines ? Ça fait 2 mois que je suis dedans et tout. Et en fait elle expliquait que ce qu'on met sur le compte de colère, de caprice, de trucs comme ça, en fait ça n'en est juste pas. C'est que les enfants, et là on en revient à l'adultisme, hein, vous savez cette façon d'approcher le comportement des enfants avec notre vision d'adulte et notre approche d'adulte, de dire bah voilà non mais c'est un caprice, c'est un machin et tout. En fait non, les enfants ne savent pas gérer ces émotions-là. Et en fait, elle parle de tempête émotionnelle. C'est-à-dire que un enfant, quand on lui dit non pour un truc, c'est horrible. Et tu veux du chocolat, ben non, tu pourras pas avoir de chocolat parce que c'est l'heure de dîner. Drama, on connaît tout ça, tu vois. Il faut arrêter de jouer pour aller au bain, il faut sortir du bain, etc., etc. Tout ça, c'est sujet à tension, en fait, pour tout le monde. Et ben, nous, ça nous stresse, mais en fait, les enfants sont stressés, eux, avant toute chose. Et donc, du coup, forte de tout ça, j'ai un peu mouliné et j'ai mis en place avec Hugo un certain nombre de règles, mais qu'en fait des règles qui ne sont que pour moi, sur la manière dont j'aborde son comportement et dont je réagis à ses émotions, à ses crises, à ses réactions en fait. J'ai pas inventé la poudre, vraiment. J'ai tout piqué chez ces deux spécialistes, mais ça marche en fait. Et ça tient à vraiment très peu de choses. C'est se mettre à la place de l'enfant. Alors ça, j'essayais un peu de le faire déjà dans le sens où, par exemple, il y avait un truc que je faisais beaucoup, c'est que je les prévenais toujours
un bon petit moment à l'avance que bon ben là on allait bientôt partir ou on allait bientôt arrêter cette activité parce que on doit faire quelque chose ensuite et tout, parce que c'est vrai que je me rendais compte que moi j'attendais qu'ils réagissent tout de suite et qu'ils obéissent tout de suite, mais en fait moi-même quand je suis en train de faire quelque chose et qu'ils viennent me demander de jouer avec eux ou de faire du coloriage comme ça, je dis ok, je finis ce que je suis en train de faire et je viens. Donc eux, c'est quand même un peu pareil, tu vois, je me suis dit c'est un peu basique. Moi, j'ai pas envie d'arrêter ou je ne peux pas arrêter un truc que je suis en train de faire. Eux, bah, c'est pareil, ils sont en train de faire un dessin, ils sont dans un jeu, etc. Bah, c'est dur de les arrêter comme ça de but en blanc pour un chat. Donc, je préviens, on va bientôt faire ci, on va bientôt faire ça. Un truc qu'Alma a très bien assimilé. Bon, Alma a 6 ans quand même, mais c'est un truc qu'elle a bien compris. Maintenant, elle sait, elle me dit, bon, écoute maman, je finis mon jeu et j'arrive dans 5 minutes. Ok, et ça marche très bien, elle le tient. Avec Hugo, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est plus petit, mais j'essaie de mettre ce truc-là en place. Sauf qu'en vrai, quand vient le moment de réellement arrêter le truc, on partait toujours au clash. Donc ça, j'essaie de garder, mais du coup, d'approcher un petit peu différemment sa réaction. C'est-à-dire qu'il sait, je pense qu'il sait qu'il doit arrêter, etc. Mais en fait, il n'en a pas du tout envie et il est en train de faire son truc. Donc, explosion. Dans ces cas-là, alors j'avoue, hein, je le fais, j'essaye de le faire. Maintenant, je suis beaucoup plus observatrice de mes propres comportements et de mes propres réactions face à mes enfants. Et c'est là qu'on voit qu'on a des réflexes, mais qui sont presque archaïques. C'est-à-dire que toutes nos phrases commencent par non. Non. Tout ce qu'on leur dit, c'est sous forme de négation. Ne fais pas ça, ne va pas là, ne touche pas ça. Mais en plus, c'est un truc qui est vrai, c'est que même les adultes ont du mal à comprendre la négation. C'est un truc, je sais plus, j'avais lu ça une fois, je crois, le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre la négation. Donc j'essaye de faire des phrases positives en permanence. Donc parfois je me retrouve à dire des trucs, à faire des phrases compliquées parce que je me rends compte que j'arrive pas à le dire de manière positive. Mais par exemple, je sais pas... les feutres, c'est toujours une histoire, machin. Ne dessine pas sur le mur. Hugo, où est-ce qu'on dessine avec les feutres? Il me dit sur la feuille. Je dis écoute, dans ce cas-là, tu vas dessiner sur la feuille. Et parfois, j'ajoute un truc genre le mur n'est pas fait pour ça. Et je me rends compte que je reste quand même dans la négation. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. Mais c'est vrai que essayer de ne pas commencer par dire non et de faire des phrases positives et de ne pas aller dans la négation, ça marche. Donc ça, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai fait, que j'essaye de faire. Je ne peux pas dire que je suis arrivée, hein, loin de là. C'est vraiment un work in progress total, mais j'ai compris le principe et j'ai vu que ça marchait, parce que vraiment, ça marche. C'est vraiment les règles de base. Essayer, autant que faire se peut, de ne pas dire non et de ne pas dire ne pas. Donc vraiment essayer de mettre la négation de côté, de faire des phrases positives. Je cherche des exemples, évidemment j'en ai pas là sous la main, mais ne monte pas sur la chaise, descends de la chaise, ne joue pas avec ça, pose ce jouet. Voyez, c'est que des trucs comme ça. Alors ça demande de la réflexion et parfois je me rends compte que faut pas hésiter à prendre 2 secondes pour formuler ce qu'on a à dire, en fait. Parce que les enfants ne sont pas dans la vitesse. Si jamais vous avez une frayeur qu'il est en train de faire un truc dangereux, au lieu de dire non, on peut dire stop, on peut dire arrête. Ça a exactement le même effet au final. Et effectivement, quand on s'apprête à dire ne fais pas ça, parfois, évidemment, ça sort tout seul, bien sûr. Mais quand on s'en rend compte, après, on reformule derrière, etc. Et en fait, ça permet déjà de faire autrement. Je vous invite vraiment à essayer de votre côté, d'arrêter le non, d'arrêter la négation, le ne pas, et de faire d'autres propositions à votre enfant. Par exemple, tu veux pas... Isabelle Filiosa disait dans les maternelles... Tu veux regarder la télé? Ah oui, tu as vraiment envie de regarder la télé? Et si on allait jouer au ballon? Et ça aussi, c'est un truc important qu'elle disait, c'est que quand on est dans la négation, notre visage se ferme. Donc essayez d'ouvrir notre visage, d'avoir un visage enjoué, même si on dit un truc qui va pas plaire à l'enfant, de le dire avec le sourire, avec les yeux rieurs, etc. Et ça passera mieux. Ça aussi, c'est vrai.
Et puis l'autre big dossier, c'est bien évidemment les colères / caprices que les enfants font. Donc ce sont des tempêtes émotionnelles. On a compris, l'enfant est sous stress, l'enfant n'est pas capable de gérer cette émotion. Comment on fait pour l'aider? Donc, on se met à hauteur d'enfant, donc on essaye de lui parler face to face, donc on plie les genoux, en plus c'est excellent pour les cuisses. Et là, c'est de l'accompagner dans son truc. Parce que Hugo il a tendance à être vite violent par exemple, à taper, à jeter, à faire ce genre de truc, donc ça c'est un petit peu compliqué, donc il faut lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire ça. Vous avez vu comme ça vient tout seul la négation, que par exemple, alors moi dans ces cas là qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, parce que vous savez évidemment qu'il ne faut pas dire tu n'es pas gentil, donc moi je dis est-ce que c'est gentil de taper sa sœur? En général, il dit non, même si de plus en plus, il dit oui, parce qu'il essaye de justifier ses actes. Mais bien la majeure partie du temps, il me dit non. Je dis, et toi, est-ce que tu es un petit garçon gentil? Donc il me dit oui, parfois il me dit non aussi. Dans ces cas-là, je lui dis, pas du tout, tu es un petit garçon très gentil. Et justement, comme tu es gentil, ce comportement-là, ça ne convient pas. Voilà. C'est quand on est gentil, frapper sa sœur c'est une mauvaise idée. Donc toi tu es gentil, donc je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Donc tu arrêtes et tu dis pardon à ta sœur. Ça il s'excuse, il a bien compris, il sait dire pardon. Mais donc ça c'est pour les réactions un petit peu violentes. Et quand il n'est pas content, voilà, principalement il veut écouter des chansons sur les tablettes, sur les machins. En général, on le prévient toujours, c'est une chanson et après c'est fini, évidemment, ça ne marche jamais. Et scandale quand on arrête la chanson. Donc, oui, je sais, c'est mal, les écrans c'est mal, ne me jetez pas les pierres, mais pour se brosser les dents, c'est quand même très pratique. Et alors là, l'enfant crie, hurle, pleure, est contrarié. Donc, première chose à faire, câlin. Câlin. Ça ne va pas? Câlin. Love. On fait circuler le love. Et en fait, ça résout plein de problèmes. Prendre l'enfant dans ses bras, lui dire tu es triste ou tu es contrarié, tu es fâché, tu es en colère. Essayez de comprendre. Moi maintenant, je lui pose la question. Je lui dis tu es fâché? Non. Tu es contrarié? Non. Tu es en colère? Oui. Donc on arrive à échanger. Il arrive à me dire ce qu'il a. Et on en parle, je dis mais oui je comprends bien sûr, tu as envie de continuer à regarder les chansons, bien évidemment, c'est normal, tu aimes ça, etc. Et derrière je lui propose autre chose. Mais peut-être que tu as faim, peut-être que tu es fatigué, est-ce que tu veux nanana. Par exemple, ça c'est un truc que je fais avec la tétée. Quand tout d'un coup il me réclame la tétée un peu n'importe quand, je lui dis mais peut-être que tu as faim, est-ce que tu veux un petit cracker, est-ce que tu veux un fruit, est-ce que tu veux manger quelque chose? Maman veut demander un crook ou tête taude, de demander tête taude. Donc voilà, j'essaye de trouver la source du problème, parce que c'est vrai que quand un enfant a faim, quand il est malade, quand il est fatigué, quand il est gêné par quelque chose, que ce soit un vêtement, que ce soit une piqûre de moustique, que ce soit quoi que ce soit, une toux, un truc dans l'œil, machin, et bien forcément ça a un effet sur son humeur et sur la manière dont il apprécie les choses et dont il y réagit. Donc essayez de lui faire comprendre qu'on a saisi la nature de son problème, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi tu n'es pas bien, et je t'aide à trouver une solution ou je te propose autre chose. Tu as envie de faire cette activité-là, sauf que not possible, parce que c'est pas l'heure, parce que c'est pas le moment, parce que si, parce que ça. Donc, pour éviter d'être dans la négation, toujours, je te propose un autre truc à faire. Tu veux, et si on faisait des gommettes? Tu as envie de faire ça, mais faisons des gommettes. Alma refuse de jouer avec toi. Oh mince, ok, d'accord, viens, on va faire un puzzle, on va jouer à ci, on va jouer à ça. C'est magique, les filles, c'est magique. C'est-à-dire que évidemment, ça marche pas en un claquement de doigts, ça marche pas tout de suite, ça marche pas du premier coup, ça marche pas à chaque fois, mais j'ai redécouvert mon petit garçon. C'est-à-dire que j'avais un gamin à la maison j'avais l'impression d'avoir un diable de Tasmanie. Et au bout de 48 heures de mise en place de ces petites choses qui sont vraiment hyper simples et qui ne demandent pas grand-chose, j'ai vu mon gamin se transformer. Il rangeait, il était plus gentil avec sa sœur, il faisait moins de crises, il tapait moins, etc. Plein de choses. Et au fil du temps, il y a certains palliatifs qui fonctionnent très bien. Il accepte beaucoup mieux les choses. Et je pense que petit à petit, on va réussir à trouver un truc plus apaisant, parce qu'avec sa sœur, j'ai jamais eu ce problème-là. Alma, c'est une enfant très docile, très douce, très calme et tout.
Hugo, il est plus intense, quoi. Donc il fallait vraiment trouver un système, et du coup j'en ai beaucoup parlé avec son père qui essaye, d'ailleurs c'est marrant parce qu'alors lui il est beaucoup moins facile pour lui, mais il fait des gros efforts, je vois bien qu'il fait des gros efforts pour reformuler ses phrases, pour l'accompagner, pour ne pas être dans la négation et tout. Du coup je trouve ça super parce qu'on est vraiment, on fonctionne en team, quoi, pour essayer d'améliorer les choses. Alors évidemment quand je suis fatiguée ou quand j'en ai un peu assez, etc., forcément le naturel reprend le dessus et je crie et je dis non et ne pas et machin. Mais après, je reste aussi humaine, et dans ces cas-là, je lui explique que souvent je lui dis, écoute là Hugo, là moi je suis fatiguée, il est tard, c'est le soir, j'ai envie de me reposer, là, j'arrive plus, je n'ai plus la patience, donc il faut m'aider. Là, il faut m'aider et il faut aller te coucher et il faut faire ça, parce que là, je sens que je vais m'énerver et j'aimerais éviter ça. Et voilà, et au bout d'un moment, il me dit bon d'accord maman et tout. Donc on arrive vraiment plus à dialoguer, et je vous dis, au bout de 2 jours, j'ai eu l'impression vraiment de reconnecter à mon fils, d'être davantage dans l'écoute, davantage dans la compréhension, davantage dans l'accompagnement, et ça m'a fait aussi à moi beaucoup de bien. Alors en revanche, du coup, c'est un truc full time, c'est-à-dire que c'est 48 heures que j'ai passé avec lui, je n'ai absolument rien fait d'autre, et quand je dis rien fait d'autre, c'est même pas une lessive, mais je me dis que c'est quand même beaucoup plus important. Et bien voilà pour cette petite vidéo sur mes gourous. Donc je dis Catherine Guéguin et Isabelle Filiosa, franchement, mais la magie de la découverte quand on a des enfants qui sont un peu speed, ça change la vie. Et puis elles sont très déculpabilisantes, elles disent vraiment, elles parlent aux parents aussi, parce que je veux dire, c'est évident. Elles nous expliquent comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la compréhension des émotions, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes et auxquelles on a, je trouve, assez peu accès, et on comprend beaucoup de choses aussi sur le fonctionnement des adultes d'aujourd'hui et qu'on n'a pas du tout accompagné dans cette acceptation, gestion des émotions et tout, et qui sont en fait extrêmement frustrés et extrêmement pas empathiques. Enfin, ça génère vraiment des problèmes, et ça a une influence réelle sur le cerveau. Je veux dire, il y a des études qui le prouvent. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation-là, foncez, podcast La Matrescence, vidéo Les Maternelles, le site internet de Catherine Guéguin, le site internet d'Isabelle Filiosa. Ce sont vraiment des mines d'informations. Allez-y, renseignez-vous, c'est vraiment une perle. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo et regardé cette vidéo selon votre pratique. Peut-être un petit peu longue d'ailleurs, je suis désolée, mais ça m'a tellement passionné ce sujet que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Et puis je vous invite aussi à rejoindre la page Instagram de mon podcast Outre-mer, que vous pouvez écouter maintenant sur toutes vos plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer et tous les autres trucs. J'y parle de la maternité dans les Outre-mer, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et puis à noter le podcast par la même occasion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.